Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un des problèmes qu'affronte la France d'aujourd'hui. Et pas un simple problème. C'est le problème de l'islam. Monsieur Hervé Marseille, qui est vice-président du Sénat. Vous avez Geoffroy Didier, qui est vice-président du Conseil Île-de-France. Monsieur Jean-Pierre Brard, du Parti communiste. Alors vous allez vous dire, Claude, ex-parti, vous allez vous dire, mais il est devenu fou, Barouch, il invite des communistes. Non, Jean-Pierre est un ami de très longue date. Nous avons parlé souvent, il va en Israël, il aime Israël, et il est évident qu'il a toute sa place avec nous ce soir. Vous avez ensuite monsieur Jean-François Copé, député maire de Meaux. Celui qu'on appelle l'idole des Juifs, je ne sais pas pourquoi. Il s'appelle Claude Goasguen. Il est député maire du 16e arrondissement. Et vous savez, je ne peux pas concevoir un colloque de l'UPJF sans l'appeler d'abord avant de fixer la date pour savoir s'il est libre ce jour-là. Monsieur Maillard. Merci. Monsieur Maillard, qui représente monsieur Emmanuel Macron. Celui qui est la deuxième idole de notre communauté, qui fait un travail colossal et pour qui je vous invite, mais je vous invite avec beaucoup de passion, de le rejoindre pour les prochaines élections en Israël et de faire en sorte qu'il soit élu sans problème comme il l'a été déjà il y a 5 ans. La troisième idole des Juifs de France, c'est le député maire de Sarcelles, François Pupponi. Quelles actions vous pourriez mener aujourd'hui si vous apparteniez demain à un gouvernement et même du poste que vous occupez, qui est un poste prestigieux? Quelles actions faut-il faire dans ce pays pour contrecarrer la montée de l'islam de France? Les mesures à prendre, mon cher Claude, elles consistent déjà à essayer de dégager un président fort qui puisse faire face aux événements et une majorité politique qui puisse affronter clairement l'ensemble de ces situations qui sont difficiles. Qui va pouvoir aller discuter avec M. Poutine? Qui va pouvoir aller discuter avec M. Trump? Chacun peut avoir son opinion là-dessus. Moi, je me situe dans l'opposition actuelle. On sait très bien les uns et les autres où nous nous situons, donc nous savons pour qui nous votons à ces élections, mais clairement, on a un monde excessivement dangereux et il va falloir très vite, un quinquennat, c'est 5 ans, moins la période législative de mise en place, etc., plus les derniers mois du quinquennat, ça fait en fait 4 ans, un peu moins de 4 ans. Un peu moins de 4 ans pour faire face à l'ensemble de ces difficultés. Donc, je pense que ça va être extrêmement compliqué et comme tu l'as dit, Claude, le premier des devoirs pour nous tous, c'est déjà de pousser les uns et les autres à aller voter. Juste, merci Hervé. Juste un mot. Qu'est-ce qu'il doit faire, le nouveau président? C'est quoi les mesures à prendre? Aujourd'hui, il arrive au pouvoir, c'est un président de droite, du centre, de la gauche classique, peu importe. Il y a un vrai problème qui se pose dans ce pays. Qu'est-ce qu'il doit faire sur ce problème qui est un problème qui met en danger la sécurité, qui fait que nos touristes ne viennent plus, qui fait que nos entreprises, je suis expert comptable, n'investissent plus? Qu'est-ce qu'on fait? Mais le problème du tourisme est lié aussi à l'état d'urgence. Le problème est lié aussi à l'état d'urgence. Un pays en état d'urgence, quand on regarde les agences américaines en particulier pour le déplacement des touristes, etc., on sait très bien que ça augmente les frais d'assurance et il y a énormément de tour opérateurs qui ne viennent plus. Donc on sait très bien, et pour laisser la parole à mes collègues, que la première chose que fera un président, en dehors de la déclaration de politique générale de son Premier ministre, et d'annoncer évidemment ce qu'il voudra faire dans les prochains mois, ça sera d'abord d'aller voir Mme Merkel et de s'occuper des affaires européennes, parce que ce sont celles-là qui sont les plus brûlantes et c'est là où on se situe. Il faut
arrêter de casser la machine et il va falloir essayer de remettre en route cette affaire, notamment avec Schengen pour la migration. Et donc, ça sera sûrement la première visite d'un président. Monsieur Jean-François Copé, la même question. D'abord, je voudrais vous dire que je suis également très heureux d'être votre invité. C'est un sujet qui est majeur et qui est dans toutes les têtes. C'est un des grands enjeux de cette campagne présidentielle, en fait, parce que la question de la place de la communauté musulmane en France, elle n'a de sens que parce qu'aujourd'hui est arrivé un phénomène que beaucoup ont refusé de voir pendant des années, que nous autres maires de quartiers ou de villes difficiles connaissons, sur lequel nous alertons. Je crois que chacun se souvient des combats que je mène depuis des années, pour en particulier l'interdiction du port de la burqa. Donc vous vous souvenez qu'il a généré de la part d'une certaine bien-pensance à l'intérieur du périphérique des leçons de morale, un déni de réalité. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui la montée d'un islamisme radical qui est en train d'obstruer tous les esprits et face auquel je considère que la seule réponse possible, c'est le rétablissement du commandement dans ce pays. La vérité, c'est que partout où on se balade, partout où on va, qui que l'on rencontre, de gauche, de droite, d'où vous voulez, les gens nous disent tous la même chose. Ils nous disent « ce pays n'est plus commandé ». À partir de là, les choses sont très simples et c'est l'enjeu de cette présidentielle de 2017, donc je regrette naturellement, comme un certain nombre, que le débat de fond soit totalement occulté pour des raisons qu'on peut regretter. En tout cas, moi je les regrette profondément, mais ce n'est pas le lieu ni le temps d'en parler. Il y a aujourd'hui, pour des raisons historiques que chacun comprend, une communauté religieuse pour laquelle les règles ne sont pas fixées. Elles le sont pour les catholiques, elles le sont pour les protestants, elles le sont pour les juifs, elles ne le sont pas pour les musulmans. Moyennant quoi, il y a donc des millions de nos compatriotes qui ne savent absolument pas comment les choses doivent s'organiser. Or, je rappelle que la laïcité n'est absolument pas la négation des religions, mais la liberté, je dis bien la liberté, pour chacun d'exercer son culte s'il le souhaite, à condition que les règles de ce culte soient subordonnées aux lois de la République et que, deuxièmement, il respecte le culte de l'autre. Autant vous dire qu'à partir de là, le rendez-vous politique, il est très simple. Regardez notre histoire. Ce sont à chaque fois des hommes politiques qui ont pris les décisions. C'est Henri IV qui a fait l'édit de Nantes. C'est Napoléon, en l'occurrence Bonaparte, qui a fait le Concordat et le Grand Sanhédrin. Ce sont les républicains, les vrais de la grande époque, 1905, qui ont fait la loi de séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est le vieux match pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Qui doit influer sur le pouvoir religieux ou le pouvoir politique? Et à chaque fois, ça se termine, en France, par le pouvoir politique. Mais ça se termine parce que le pouvoir politique prend des décisions. Voilà pourquoi je considère qu'il faut arrêter avec les commissions Théodule. On s'est tout dit. Ça ne sert à rien d'en rajouter pour savoir si on doit se demander, à qui on doit demander l'avis, pour savoir comment ça s'organise dans les entreprises, comment ça s'organise dans les universités. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit de porter le voile? Voilà. Maintenant, on décide. La neutralité religieuse dans l'entreprise. Est-il normal qu'un chef d'entreprise ait besoin de passer par un tribunal pour pouvoir acter que dans son entreprise, il n'y a pas de manifestation de l'exercice religieux? Je rappelle qu'on a fait en catastrophe annuler un article de la loi El Khomri qui introduisait dans le Code du travail la liberté religieuse. Oui, mais bien sûr. Bon, il a fallu cogner. Je me suis même fait renvoyer par Madame El Khomri qui m'a traité de tous les noms l'affaire du pain au chocolat. Autre histoire très intéressante. C'est pas ce que tu avais fait de mieux. Eh bien, Jean-Pierre, c'est parce que tu m'as mal écouté exceptionnellement. Je voudrais quand même rappeler que cette histoire que tout le monde a voulu, que personne n'a voulu écouter, c'est l'histoire de deux voyous qui ont, il y a quelques années à Meaux, arraché le pain au chocolat d'un gamin pendant le ramadan en lui disant « tu ne manges pas pendant le ramadan ». Et il a été beaucoup plus important de venir me traiter d'islamophobe que de débattre pour savoir comment on était arrivé à un tel délitement de notre société. Et c'est ça le sujet. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait, c'est la raison pour laquelle je pense que ces sujets doivent être mis sur la table quand on est des responsables politiques. De la même manière que ce code de la laïcité doit permettre d'introduire dans notre code un délit permettant de sanctionner les actes, les propos, les comportements qui ont trait à l'islamisme radical, dont on sait pertinemment qu'aujourd'hui, ils ne sont traités que comme un délit de presse, alors que demain, ils doivent faire l'objet de sanctions, comme le sont d'autres délits de cette nature. Et puis, il y a la question du voile, et puis il y a la question d'un certain nombre de pratiques
qui rappelle que si nous ne sommes pas chargés de la liturgie, nous sommes chargés de veiller au nom de la laïcité de la République à ce que les règles soient fixées pour que tout le monde soit au clair, y compris nos compatriotes de confession musulmane, qui pour beaucoup d'entre eux n'attendent que ça, pour qu'une bonne fois pour toutes, ils ne soient plus pris en otage. Et à ceux qui me disent « que fait le CFCM ? Que font les autorités religieuses ?» Je vais vous dire, ça ne doit plus être notre problème, pour une raison simple. À partir du moment où les uns et les autres ont été défaillants pour des tas de raisons, qui tiennent aussi à des rapports de force parfois physiques, alors l'autorité doit revenir à la loi et à l'État. Et donc c'est au rôle du politique de reprendre cette affaire en main. Sans poser aucune question, les débats devraient être clos parce qu'on s'est déjà tout dit depuis des années. Ça fait des années qu'on fait des colloques, des années qu'on fait des commissions, on sait ce qu'il y a à faire. Il y a juste maintenant à appuyer sur le bouton. Il y a des années que je dis que la main du politique ne doit plus trembler. Voilà que cette formule est reprise par d'autres, ça me fait un peu sourire, ça doit être la copéisation des esprits, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur ces sujets maintenant, il faut le faire sans attendre. Les témoignages que nous avons, ce que nous vivons, je vois François Pupponi à Sarcelles, Jean-Pierre Brard, qui connaît bien Montreuil dont il a été le maire, nous sommes tous confrontés à ces situations. Et il ne faut pas pleurer des larmes de crocodile en voyant le score de l'extrême droite, dont une bonne part est largement liée au fait que les gens ils ne veulent pas le retour du fascisme, ils veulent simplement que ce pays renoue avec la notion d'autorité, que chacun soit protégé par rapport à ce qu'il est. Donc les réponses, elles sont là et elles relèvent du politique. Merci Jean-François Copé. Meyer Habib. Nous avons eu 250 morts en 1 an et demi en France. Un prêtre a été égorgé dans une église. En fait, et tout a démarré avec Toulouse. Comment peut-on encore se couper les cheveux en 4 pour savoir si, pour des questions de déchéance de nationalité, est-ce qu'il faut être mono, bi, tri, un djihadiste, qu'il ait 1, 2, 3, 4, 5 nationalités, il ne doit pas être français, il doit être déchu de nationalité. Et s'il faut changer la Constitution, on doit la changer. Il faut arrêter. On ne peut pas avoir la moindre tolérance avec le terrorisme, avec le djihadisme. En France, hélas, lorsqu'il y a eu, je le disais à l'époque, j'étais un des seuls en disant, mais attention, lorsqu'il y a un attentat à la voiture bélier en Israël, lorsqu'il y a un attentat au couteau, à l'époque on nous expliquait que c'était des attentats nationalistes parce qu'il y avait un problème de territoire et parce qu'Israël devait rendre des territoires. Quand allons-nous comprendre que ce conflit n'est pas une question de territoire, c'est une question d'islam radical qui a un cancer et qui gangrène l'humanité. Quand allons-nous comprendre qu'il existe un minuscule pays, et je le dis à nos dirigeants, un minuscule pays, qui est l'État d'Israël, qui se bat depuis 70 ans contre le djihadisme et contre le terrorisme. Ça fait 70 ans que ce minuscule État a été pris à toutes les concessions pour arriver à la paix. Mais nous, hélas, en France, il y a un seul mot qui est une obsession absolue. Vous savez ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle la colonisation, qui est censée être la source de tous les problèmes et de tous les maux. C'est une faute grave. C'est une grave, et je dirais, et y compris à mon ami Emmanuel Macron, que je ne soutiens pas pour ces élections, que c'est une faute grave lorsqu'on appelle la colonisation de crimes graves contre l'humanité. Non, on siffle personne. Parce que je considère aujourd'hui que c'est une faute grave. Mais lorsque la France, mon pays, vote à l'Assemblée nationale une résolution qui fait de Jérusalem et des lieux saints les plus sacrés du judaïsme, que sont les murs occidentaux et le mont du temple, des lieux exclusivement musulmans. C'est une faute grave, c'est une faute terrible. Lorsque nous votons à l'UNESCO, nous nous ridiculisons. Il faut arrêter la Judée. Comment on peut imaginer que la Judée ne soit pas une terre juive ? Après que les Israéliens, pour arriver à la paix, fassent des concessions territoriales, c'est à eux à décider. Nous sommes des citoyens français. Mais nous avons aujourd'hui à éradiquer ce cancer qui est le djihadisme et qui aujourd'hui gangrène. Si le Front National a 30%, c'est pas parce qu'il y a ni 30% de racistes, ni 30% d'antisémites au Front National, c'est parce que le Front National pose de bonnes questions et il répond avec de mauvaises réponses. Aujourd'hui, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'en éradiquant le djihadisme, en faisant en sorte que l'UOIF n'ait pas la part qu'elle a aujourd'hui dans l'islam de France, nous commencerions en s'occupant des chrétiens d'Orient, que nous avons délaissés dans un silence assourdissant. Moralement, comment peut-on imaginer que nous, Français, la France, fille aînée de l'Église, laisse les chrétiens d'Orient disparaître dans un silence assourdissant ? Il y a eu tellement de mots, tellement de trucs, mais de facto, rien.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons absolument changer de logiciel. Nous devons nous inspirer de cette minuscule démocratie qu'est l'État d'Israël. Vous savez, j'ai été vice-président à 2 reprises de la commission Fenech et la commission Ciotti. Je me suis battu, ça a été très difficile parce que la gauche ne voulait pas que la commission se rende en Israël. Et avec, heureusement qu'il y a mon ami François Pupponi, mais qui est témoin de tout ça. Et il a fallu que je dise, mais mon Dieu, j'ai pas réussi à la première commission d'enquête. À la deuxième, Claude Lelouch Pierre Lelouch m'a donné aussi un coup de main. Et j'ai dit, mais attendez, vous allez expliquer aux Français qu'il n'y a aucun intérêt pour combattre le terrorisme, à aller visiter un pays, voir un pays qui lutte contre le terrorisme depuis 70 ans. Et c'était extrêmement compliqué. Non, il ne fallait pas y aller parce que la gauche extrême, les mêmes députés socialistes qui financent le BDS avec leurs réserves parlementaires, et ça existe aujourd'hui, se sont opposés. Comment on va aller en Israël pour savoir comment les Israéliens se combattent contre le terrorisme? Georges Fenech a été extrêmement bon sur cette affaire. Il y a eu un vote, moi auquel je n'ai pas participé parce que la commission a décidé d'aller en Israël. Et lorsque je vois aujourd'hui, nous avons passé une demi-journée à Ben Gurion. Lorsque j'ai dit, et je vous invite à regarder les verbatim de l'audition du ministre de l'Intérieur à l'époque, qui est aujourd'hui Premier ministre, Bernard Cazeneuve, en lui expliquant le problème majeur que nous avons aujourd'hui dans nos aéroports, que lorsque nous avons passé une journée à Ben Gurion, il y a 13 cercles, pas 1, pas 2, pas 3, 13 cercles de sécurité différents, qui fait que ce qui est arrivé hier et là chez New Orleans ne peut pas arriver à Ben Gurion. Parce que vous avez d'abord... Et je vous garantis que l'ensemble de la commission, y compris Sébastien Pietrasanta, député socialiste, sont arrivés, on avait les yeux écarquillés, pas parce qu'ils sont meilleurs les Israéliens, parce qu'ils combattent ce cancer depuis leur création, depuis 70 ans. Donc aujourd'hui, être très fort, et j'en terminerai, de prendre des mesures qui soient radicales, parce que c'est uniquement comme ça qu'on éradiquera le djihadisme. On va passer la parole à monsieur le député maire de Sarcelles, François Pupponi. Bien, ça va mal et ça va durer. Moi, je voulais un peu comme Jean-François Copé témoigner de ce que vit un élu de banlieue. Aujourd'hui, la ville de Sarcelles est attaquée quotidiennement par des réseaux salafistes qui s'attaquent à tout, aux mosquées, qui créent des écoles, qui essaie de prendre de force des associations de quartier, qui proposent à la population des cours de soutien de maths, d'anglais, de français pour les enfants des classes moyennes, hein, pas les enfants en difficulté. Parce que les enfants en grande difficulté, les communes s'en occupent déjà. Mais les enfants des classes moyennes, c'est vrai qu'on propose peu d'aide. Et donc ils proposent des cours de soutien et des cours d'arabe. Et ça, c'est fait par des gens compétents, militants, actifs, très présents et qui ne lâchent rien. Et en face, les élus font un peu ce qu'ils peuvent, on s'oppose, on ferme un jour une mosquée, un jour une école, un jour ceci, on essaye d'empêcher, mais globalement on est un peu livré à nous-mêmes, et il n'y a pas, moi je le constate, une vraie barrière républicaine pour empêcher cela. C'est-à-dire qu'ils gagnent du terrain tous les jours, un peu dans l'indifférence générale, sauf localement, on essaie de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, il n'y a pas de sursaut au niveau national pour dire il faut interdire ça. Et pourquoi on n'y arrive pas? D'abord, parce que je pense qu'il y a un problème de prise de conscience, Jean-François Copé le disait, de déni de réalité au niveau national, de gauche comme de droite, et j'allais dire surtout dans la haute administration, qu'elle soit policière, judiciaire ou autre, ou préfectorale, il y a une espèce de déni de conscience de la réalité de ce qui se passe dans ces terrains. Et comme les hautes administrations n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, ils n'arrivent pas non plus à proposer aux politiques des solutions efficaces. Les politiques au niveau national étant eux-mêmes un peu déconnectés de ces réalités, on a du mal à leur faire comprendre ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Donc ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est qu'on est confronté au fait que nous sommes dans un pays qui s'appelle la France, qui est un État de droit, démocratique et laïque. Et qu'est-ce que font nos adversaires, ceux qui s'attaquent à notre démocratie? Ils utilisent notre démocratie. Moi, j'entendais, je prends quelques exemples, parce qu'à chaque fois, je me dis, mais on nous dit, oh là là, mais il faut interdire les écoles salafistes. Oui, pas de problème. J'ai déposé un amendement pour faire en sorte qu'aujourd'hui en France, on ne puisse plus ouvrir une école hors contrat comme ça, mais qu'il faille au moins avant faire une déclaration et qu'il y ait une autorisation préalable, ce qui n'était pas le cas. Hein. Ce n'était pas le cas. Avant, n'importe qui ouvre une école. Qui s'est opposé
à cet amendement l'Église catholique. Et oui, mais on peut comprendre, parce qu'ils disent, mais attendez, quand vous attaquez à l'école, vous vous attaquez au salafisme, mais ça concerne tout le monde, et c'est vrai, ça concerne aussi les écoles juives. Cette semaine, les écoles juives de Sarcelles qui ne sont pas sous contrat ont reçu une lettre de Pôle emploi disant, mais attendez, on nous dit qu'il ne faut plus financer toutes ces écoles, vous n'êtes pas sous contrat, donc tous les contrats aidés que vous avez, on les supprime. Et moi, ils sont tous venus me voir en disant, mais monsieur le maire, on ne peut plus travailler, on ne peut plus embaucher des éducateurs, on ne peut plus embaucher des professeurs, donc on risque, en essayant de s'opposer aux écoles salafistes, d'obliger les écoles juives à fermer. C'est ça aussi la réalité. Donc il faut qu'on soit extrêmement attentif. Je reprends un autre exemple. Quand on dit l'expression de la religion à l'entreprise, il faut surtout permettre au patron ou empêcher une expression, d'avoir une notion ostentatoire dans l'entreprise. Oui, pas de problème. On fait quoi pour les crèches juives? Nous, à Sarcelles, on en a plein. Le directeur de la crèche, ils ont la kippa, et on va dire, ah ben non, on interdit le voile. Donc, et que vont nous dire les salafistes? Mais interdisez aussi la kippa, et interdisez aussi les signes religieux. Il faut qu'on soit extrêmement attentif. Moi, je pense que la seule manière d'attaquer les salafistes, c'est de prendre le problème par rapport à la législation sur les sectes. Sur les sectes, dire, comme certains ont pu dire, on interdit ces processus-là, on interdit ces organisations-là parce qu'on assimile ça à une secte, ce qui permet de protéger les autres religions dans leur exercice de la laïcité. Parce que si on restreint, si on attaque les salafistes sur l'aspect religieux, alors c'est la communauté juive, alors c'est la communauté catholique qui seront aussi victimes. Et d'ailleurs, ceux qui font cela, ils savent très bien ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Quand on décide de dire, ah ben non, c'est une association salafiste, on ne va pas l'aider, on va pas... Mais pourquoi vous donnez aux juifs, pourquoi vous donnez aux chrétiens, Et tout de suite, on nous sort ça. Mais vous faites bien pour les Lubavitch à qui vous donnez. Et ça, ces réponses-là, elles nous interpellent. Donc il faut qu'on soit juridiquement extrêmement bordé. Et si on attaque les salafistes sous l'aspect des sectes, y compris en pouvant interdire un jour le salafisme dans notre pays, ou tous les réseaux islamistes, alors, on permet aux autres religions, y compris à l'islam de France, de pouvoir exister, de se développer, sans restreindre leur liberté. C'est ça qui se joue actuellement. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif. Ne pas confondre le problème de l'islam avec l'islamisme. Éradiquons l'islamisme dans notre pays pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, ils attaquent de tous les côtés. Et vous verrez, hein, moi, on m'a déjà annoncé sur ma circonscription qu'il y aura un candidat salafiste contre moi aux élections. Mais oui, ils sont là. Ils l'ont annoncé, hein, avec l'étiquette en disant, ils ont même mis sur leur page Facebook, amenez-nous vos cartes électorales. On ira voir le député maire de Sarcelles avec le nombre de cartes électorales qu'il y a, et s'il n'est pas gentil avec nous, on lui fera comprendre aux élections. Et il le dit, mais ils s'en cachent pas. Ils le font, ils font une pression politique, ils font du lobbying. J'allais dire, comme d'autres ont su le faire avant. Mais ils le font organisé. Et donc il faut qu'on soit extrêmement attentif de ce qui se passe, parce que c'est dans ces quartiers qu'ils attaquent. Il y a 3 processus. On a recruté des djihadistes et on les a fait revenir en France. Eux, c'est les têtes pensantes du djihadisme en France. Ces djihadistes, qui prennent-ils? Ils prennent tous les délinquants de quartier pour en faire des bombes humaines. Ce n'est pas les djihadistes qui vont rentrer, qui vont aller faire des attentats. Hein. Ils prennent tous les délinquants de quartier, ce qui s'est un peu passé hier, un grand délinquant qui bascule du jour au lendemain. Et des bombes humaines comme ça, on en a malheureusement des milliers dans notre pays. Et puis le 3e processus, il s'attaque maintenant aux enfants, en ouvrant une école tenue par des salafistes, où on prend les enfants légalement à 5 ans. Oui, mais quand on ouvre une école en France, on a le droit de prendre des enfants à 5 ans. Et l'école privée, elle prend les enfants à 5 ans. Les catholiques l'ont fait, les juifs l'ont fait, et les musulmans vont le faire. Ils sont en train de le faire. Alors, si c'est des musulmans respectueux, il n'y a aucun problème. Si c'est des salafistes un peu dangereux, là, c'est compliqué. Sauf qu'ils ont le droit légalement de le faire. Et aujourd'hui, ils le font. Donc, ils préparent les générations de demain. C'est le triple phénomène qui est en cours. Et si on ne fait pas attention à ça, et s'il n'y a pas, dès l'élection présidentielle, des mesures drastiques, quel que soit le président de la République qui sera en place, si on ne prend pas les mesures, alors je peux vous dire que nous avons beaucoup de soucis à nous faire. Merci François. Claude Goesgen. Nous sommes bien d'accord que l'antisémitisme et l'antisionisme aujourd'hui sont des phénomènes liés. Et qu'en réalité, le fondement même de toute la démarche antisémite est essentiellement fondé aujourd'hui
sur l'antisionisme. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que on peut être autre chose que ce qu'on est actuellement en France vis-à-vis de l'islam et de l'islamisme, sachant que la pensée officielle a désormais comme doxa de condamner systématiquement Israël et de faire l'apologie de ceux qui combattent Israël. C'est le deuxième point. Le troisième point, est-ce qu'un pays a la maîtrise de sa politique étrangère, oui ou non? Ces trois points qui ont l'air complètement différents les uns des autres sont en réalité profondément liés. On accuse les médias, on accuse les télés, on accuse l'opinion publique à juste titre. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on sait que depuis plusieurs décennies, en réalité, la politique étrangère de la France n'a un dogme. C'est systématiquement être contre Israël au profit d'une politique pro-arabe. La politique du Quai d'Orsay a toujours été une politique pro-arabe, même avant la guerre. Et pour des raisons historiques qui fait qu'on arrive à inculquer dans ce pays cette idée qu'au fond, il est inéluctable qu'Israël soit notre ennemi et que les Arabes sont nos amis. Alors, quand vous avez pendant des décennies des ministres des Affaires étrangères, quelle que soit leur tendance, je précise, quels que soient les présidents, quelle que soit leur tendance, de droite ou de gauche. Oh, évidemment, ils arrivent tous au début, j'en ai vu plusieurs, en disant « cette fois c'est fini, on va tout changer ». Et puis, la pesanteur du Quai d'Orsay arrive. Les notes du Quai d'Orsay tombent. Le représentant du Quai d'Orsay à l'Élysée est là pour surveiller la permanence, et il le fait en toute quiétude, car nous avons cette caractéristique avec les Anglais, d'être un pays démocratique qui ne contrôle pas sa politique étrangère. Effectivement, quand vous ne contrôlez pas votre politique étrangère, vous êtes frappé de voir sa continuité, et cette continuité, elle est directement tournée contre l'existence même de l'État d'Israël. Car il y a des documents des années 30, des années 50, des années 60, et au fond de l'esprit de la plupart de la rue arabe du Quai d'Orsay qui continue sur ce schéma, qui en réalité ont marqué l'opinion publique. Alors comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'au bout d'un moment, le bobo moyen qui lit son journal, qui s'en fout complètement, n'arrive pas avec des conséquences qui sont les conséquences que vous connaissez, les mauvais colonisateurs, le péché capital de la guerre d'Algérie, que tout ça, mis dans un mixeur, fait qu'en réalité, l'opinion publique française se dit, après tout, ces Israéliens, quand même, ils exagèrent. Alors, moi, je vous le dis tout net, on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, les plus répressives, mais comment allez-vous expliquer aux musulmans, alors que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, M. Ayrault, lui-même condamne Israël, que Jérusalem n'est plus considérée comme une ville juive, mais comme une ville musulmane, que sans arrêt, à l'UNESCO, vous avez une attaque contre Israël, que l'entité juive, qui est déjà fortement attaquée, disait Ben Soussan là-dessus, il est remarquable, qui est fortement attaquée parce que dans la tradition maghrébine, le juif, c'est celui de la modernité, celui qui a réussi, alors que le maghrébin, il n'a pas réussi, et que tout ça vient dans une espèce de cocktail meurtrier. Dire après tout, puisque les Français le prennent comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne le prendrait pas nous aussi comme ça? Comment voulez-vous empêcher dans ces conditions la montée de l'islamisme? Il y a désormais dans ce pays des agents. Oh, je ne veux pas dire qu'ils sont responsables de l'islamisme, mais ils y contribuent très fortement. Ah, si on pouvait changer la politique du Quai d'Orsay, mes chers amis. Alors vous verriez les journaux, vous verriez l'AFP, cette engeance diabolique de l'AFP, essayer de faire passer un communiqué à l'AFP qui dit du mal de l'islam. Oh mon Dieu! En général, vous vous trouvez dans les tribunaux, parce que vous avez oublié de dire, comme Ben Soussan, les Maghrébins sont hostiles à Israël en partie. Ah, si vous avez oublié en partie, vous êtes foutus.
vous êtes foutus. Moi, j'ai dit, on a un problème avec les Maghrébins. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai pas entendu? À la radio, on m'a dit, tous les Maghrébins, vous exagérez. Et j'ai failli aller dans le tribunal, remarquer que ça faisait la deuxième fois. Alors ça va, je commence à avoir l'habitude. Mais vous vous rendez compte à quel point ce pays est enquisté dans une politique qui ne peut aller, parce qu'à sa tête, c'est comme ça, et ça ne change pas que l'Assemblée nationale ait la possibilité de dire notre politique désormais n'est pas l'aveuglement de l'arabisme. Notre politique, c'est de dire nous sommes les alliés d'Israël, qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, et nous la soutiendrons. C'est déjà arrivé, et vous verrez qu'à ce moment-là, l'islamisme, ça sera autre chose. Parce que les médias se coucheront, et les islamistes aussi, vous verrez. Merci. Je vais demander maintenant à Monsieur Maillard, qui représente Emmanuel Macron et qui est un élu du 9e arrondissement. L'essentiel, c'est l'éducation. L'éducation de nos jeunes, qu'ils sortent. Je suis moi-même, comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas un professionnel de la politique. Moi, je suis un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise d'Argenteuil. Donc je connais bien, juste à côté, pas très loin de la dalle, d'Argenteuil, mais j'ai la chance donc de diriger une équipe multiculturelle et donc confronté aussi à certains problèmes. Le problème, tout à l'heure on a parlé du voilé, c'est une question. Le problème aussi, dont on n'a pas parlé, du ramadan, qui est une autre question aussi que vous devez connaître, vous, chef d'entreprise, qui fait que beaucoup de nos compatriotes musulmans sont pendant un mois dans une vraie difficulté pour travailler avec nous. Et ça, c'est une vraie question aussi qu'il faudra se poser. Parce que moi, chef d'entreprise, le voile, comme j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines, avec mes équipes, de leur poser la question, puisque nous avions une jeune ingénieure tunisienne qui se proposait de venir chez nous, qui avait une expérience qui nous intéressait, savoir si on pouvait accueillir quelqu'un qui avait un voile. Nous avons décidé que oui. Mais dans le même temps, nous avions été confrontés l'été dernier à des collaborateurs qui étaient en plein ramadan et qui, à partir de 2h de l'après-midi, n'étaient plus capables physiquement de travailler. Donc là, il y a une vraie question qui, moi, chef d'entreprise, m'interpelle, de savoir si la loi doit répondre aux choses ou si c'est aux chefs d'entreprise et aux équipes de répondre. Il faut qu'on apporte le savoir dans un sens plutôt simple, c'est-à-dire simplement la lecture, l'écriture, le calcul, et ça dans nos écoles, dans les écoles de la République, à Sarcelles, à Argenteuil où je suis, on a plus de 40 à 45% des enfants qui sortent de l'école et qui ne savent pas lire, pas écrire. Une autre chose sur laquelle je voulais appuyer, c'est la cybersécurité. Nous sommes, à l'heure actuelle, totalement dépendants, ou en tout cas en grande partie, des informations venant de nos amis américains, ou bien tout simplement d'un manque d'informations sur tout ce qui est réseau, et on en a parlé aussi tout à l'heure. Il nous faut créer une vraie cybersécurité. Nous proposons, Emmanuel Macron propose, de créer une quasi 4e armée, de la doter de 1,5 milliard et d'augmenter notre budget et de l'amener à 2% du PIB, donc de l'augmenter de 32 milliards. Je suis désolé, je donne quelques chiffres, mais je crois que c'est important de parler de vérité. De 32 milliards, un peu plus de 50 milliards en 2025 pour faire face, entre autres, aux dangers que nous avons à l'heure actuelle face au fascisme, à l'islamisme, qui est un fascisme d'ailleurs, Et nous sommes pas dans des postures, mais dans un vrai pragmatisme. Et c'est pour ça que j'écouterai avec grande attention vos questions. Merci à vous. Votre candidat est allé faire une génuflexion devant Bouteflika. Et là, l'histoire, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas la juger, mais il faut la connaître. Et ce n'est pas en allant à la chasse aux voix qu'on peut changer quelque chose, et on ne changera rien dans ce domaine-là.
Moi, à Montreuil, une cinquantaine de jeunes sont partis en Syrie. Le renseignement, c'est clair, mais ça ne réglera pas tout. Et il faut des actions immédiates. Il a fait référence à la lutte anti-secte. C'est la même chose. C'est le conditionnement. C'est faire croire à la victime que la société est mauvaise, que la famille ne le comprend pas. Et sortir les gens de cette démarche-là, c'est extrêmement difficile. Mais il y a des responsabilités d'État. Il ne faut pas tomber dans la compromission. Il ne faut pas tomber dans la prostitution. Pas de naïveté. Et tous ces imbéciles qui applaudissent le PSG en ignorant qu'il est financé par le Qatar. Enfin, réfléchissons. Quand nous avons dans un collège de Montreuil 5 projets pédagogiques cofinancés par une association financée par le Qatar, je m'adresse à la principale qui sûrement, compte tenu de la réduction des crédits, n'avait plus de crayon pour écrire puisqu'elle ne m'a jamais répondu. Le directeur académique saisi, numéro 1 de l'Éducation nationale, n'a pas réagi. Il est complice. Et le monde bouge sous nos yeux. Regardez. Vous avez les droits de l'homiste qui critiquent le pouvoir de Pékin parce que paraît-il que dans le Xinjiang, il ne se comporte pas bien avec certains islamistes. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous avons affaire à un problème qui menace la planète, oui ou non? Alors il faut être pragmatique. Il faut savoir transgresser, parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, mais où il y a des choses fondamentales, où il faut faire front. Et il faut parler avec Xi Jinping, il faut parler avec Poutine, il faut parler avec Trump, dénoncer l'hypocrisie des Allemands et des Britanniques qui ont accueilli les terroristes du fils, refusant leur extradition en France. Et alors, les mêmes imbéciles dont je parlais tout à l'heure, vous savez, les Chinois sont très sages, paraît-il. Alors, quand on montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt et le sage regarde la Lune. Et qu'ont dit les imbéciles? Madame Merkel est une humaniste. Il se trouve que moi je suis germaniste et j'ai vu à l'été, il y a 2 ans, le Gattaz allemand, en plus intelligent que le nôtre. Et que disait le Gattaz allemand? Nous n'avons pas assez d'enfants. Il nous faut des immigrés. Mais évidemment, quand les immigrés viennent, il y a tout là-dedans. Hein. Et vous avez le meilleur et le moins bon. J'ai visité un centre d'accueil dans la région berlinoise. Il faut reconnaître que les Allemands ont fait de vrais efforts et qu'ils aiment beaucoup les Syriens et les Irakiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et de médecins là-dedans. Les Somalis, c'est moins bon. Hein. Quant au Sahel, n'en parlons pas. Donc il y a cette politique complètement hypocrite. Et tout à l'heure, l'un des intervenants disait il faut reconstruire l'Europe. Mais elle n'existe plus, l'Union européenne. Il n'y a jamais eu de projet d'ailleurs. Mais j'attire votre attention sur le retour de l'arrogance germanique. Et quant à Berlin, en juillet 2014, je crois, quand il y avait les bombardements sur Gaza, il y a eu des manifestations avec des banderoles. Hitler hat die Arbeit nicht fertig gemacht. Ce qui traduit veut dire Hitler n'a pas fini le travail. Je voudrais simplement faire appel à l'intelligence, parce qu'il n'y a que comme cela que nous en sortirons, et avec un regard sur l'histoire. Écoutez bien, à une nation qui perfectionne l'industrie de la mort et qui sait comment mourir, Dieu donne une vie fière dans ce monde et la grâce éternelle dans la vie à venir. Prépare-toi donc à poser un grand acte. Aie un vif désir de mourir
et la vie te sera accordée. Œuvre vers une noble mort et tu gagneras un bonheur complet. Hassan al-Banna, 1928. Ce sont les salafistes. Mais il n'y a pas que al-Banna. Écoutez ça. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il faut travailler avec les intellectuels musulmans. Je le crois. Il est temps de reconnaître, dans la froideur d'esprit et la lucidité des fêlures morales graves d'un discours religieux, intolérant, et les manquements à l'éthique de l'altérité confessionnelle qui perdure depuis des lustres dans des communautés musulmanes ignares, déstructurées et crispées, repliées sur elles-mêmes. Plus que sa caducité, son obsolescence, il est temps de déclarer cela anti-humaniste. C'est Khaled Bencher qui a dit ça en 2015. Ou encore, un ami personnel, le refus d'étendre l'investigation historique positive au domaine religieux reste un trait dominant de l'islam actuel pour les foules de plus en plus nombreuses de pèlerins qui se rendent chaque année à la Mecque. Toute approche historique et anthropologique du Hajj est impensable ou sacrilège. Mohamed Harkoun, qui ne pouvait plus aller à l'université El-Azhar du Caire pour des raisons de sécurité, et ce sera mon dernier propos, mais vous voyez, je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence, parce que c'est l'ignorance, c'est le Coran lu à l'envers qui nous mène dans ces catastrophes. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est l'émancipation de la pensée dans tous les domaines, et tout particulièrement à propos des débats sur l'islam en France et de par le monde. En ces temps d'abdication de la raison, de l'abrasement de la réflexion et de la démission de l'esprit, nous avons besoin d'intelligence, de discernement et de froideur d'esprit. C'est de nouveau Khaled Bencher. Vous qui êtes le peuple du livre, vous savez la valeur des concepts, vous savez la valeur des mots, vous avez payé cher pour en pénétrer le sens. Alors partageons ce message d'espoir. Merci beaucoup Jean-Pierre Brard. La parole à mon ami Geoffroy Didier. D'abord, je me dis que si tous les communistes étaient comme Jean-Pierre Brard, dis donc, l'histoire du XXe siècle n'aurait peut-être pas été la même. Je l'ai évangélisé. Regarder la réalité en face et d'oser dire les choses. Je sais bien que ça fait des années qu'on dit cela, mais on ne s'y est toujours pas fait. Oui, il y a un mode de vie français. Oui, nous avons des racines. Oui, nous avons une culture judéo-chrétienne. Oui, nous avons des traditions et je vous invite, mes chers amis, à les préserver, à les défendre, parce qu'aujourd'hui, le mode de vie français est en danger. En tout cas, il est défié par quelques-uns qui ont décidé d'instrumentaliser leur religion à des fins politiques. Personne n'a le droit de défier la République, ses règles, ses lois. Personne n'a le droit de défier la culture française et notre mode de vie. Alors, face à cette nécessité, j'invite chaque responsable politique à tout simplement prendre ses responsabilités. Nous avons fait voter une délibération qui consiste à ne plus accorder un seul euro de subvention aux associations qui appellent à boycotter Israël. Bravo. Parce que Israël a le droit à sa sécurité, à sa sérénité, à son intégrité et à sa dignité. Et je ne supporte pas l'idée que vous puissiez, vous, payer des impôts, que l'on puisse utiliser l'argent public pour subventionner cet islamo-gauchisme qui consisterait à croire ou à faire croire effectivement que l'on peut boycotter un État souverain. Nous avons ici, à cette table, élus locaux, responsables nationaux, une immense responsabilité qui est celle de résister. Résister à cette bien-pensance, résister à ces idées reçues,
résister à ce débat interdit selon lequel, effectivement, Israël n'est pas un État comme les autres. Eh bien si, Israël est aussi un État comme les autres et il a le droit à sa protection la plus absolue et il a le droit de se protéger. Moi, ce que j'aimerais plutôt à chaque fois que d'imaginer des nouvelles lois, eh bien, c'est que les députés, les parlementaires n'aient qu'une seule mission pendant un quinquennat, c'est s'assurer de la mise en œuvre concrète des lois de la République française. Parce que ce qui, effectivement, jette le discrédit sur les responsables politiques, c'est que vous avez des responsables nationaux qui viennent aux journaux télévisés de 20 h vous dire « on va faire ça », c'est qu'à l'Assemblée nationale, on vote des lois, mais que derrière, il n'y a plus personne pour les appliquer. Comment voulez-vous effectivement que l'action publique ne soit pas discréditée? Alors, on a aussi parlé de la déchéance de nationalité. Moi, je suis totalement favorable à la déchéance de nationalité. Je suis totalement favorable à ce symbole, parce que la politique est faite de symboles, qui veut qu'effectivement, un Français qui retourne ses armes contre la France ne mérite pas de rester Français. Mais en même temps, nous vous devons la vérité. Ce n'est pas la déchéance de nationalité qui réglera le problème du terrorisme islamiste. Et je déplore effectivement cette misère de la classe politique française qui, pour vous enfumer, a fait croire pendant des mois et des mois à la télévision et à l'Assemblée nationale que la solution magique pour lutter contre le terrorisme islamiste, c'était la déchéance de nationalité. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'un étranger qui a la volonté de mourir pour soi-disant quel salut au nom d'Allah va être dissuadé parce que la loi française aurait été celle qui consisterait à le déchoir de la nationalité? Est-ce que ce n'est pas comprendre qu'il y a des Français nés en France, qui ont grandi en France, qui ont essuyé les bancs de l'école publique française, qui eux aussi détestent la France? Et cela, la déchéance de la nationalité n'y changera rien. Alors je voudrais qu'on aille plus loin, qu'on soit visionnaire, qu'on fasse preuve de responsabilité. Je voudrais qu'on aille identifier les problèmes de radicalisation dès l'enfance. Moi, je suis favorable à ce que dès le collège, dès le lycée, on identifie les processus de radicalisation en cours. Je suis favorable à... Alors, quand j'ai dit ça... Accrochez vos ceintures parce que tous les bien-pensants m'ont dit c'est impossible, c'est pas souhaitable, vous êtes fous. Je suis favorable à ce qu'on imagine un test de radicalisation dès le collège ou au lycée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'un membre de la communauté éducative aura identifié un processus de radicalisation en cours chez des gamins de 13, 14, 15 ans, et on les connaît ces processus de radicalisation, lorsqu'un gamin refuse de serrer la main d'une femme, lorsqu'un gamin refuse d'aller à la piscine avec une femme, on sait parfaitement qu'il est en train de se radicaliser. Et pour le protéger, lui, comme pour protéger la société, j'aimerais qu'à ce moment-là, dès qu'on identifie un processus de radicalisation, eh bien, il y ait un psychologue qui vienne dans l'école, qui voit le problème, qui essaie de voir si c'est encore soluble ou si en réalité c'est déjà trop tard. Et si c'est déjà trop tard, eh bien faire appel au service de protection de l'enfance ou évidemment à l'autorité judiciaire pour essayer de prendre le problème à la racine. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus imaginatif, inventif et qu'on n'oublie jamais que c'est à l'école publique française aujourd'hui que des gamins se radicalisent. Et puis je voudrais aussi que nous fassions preuve de davantage de responsabilité, que nous soyons beaucoup plus offensifs en allant frapper au portefeuille toutes ces entreprises qui évidemment ne payent pas d'impôts en France, Google, Twitter, Facebook, qui laissent aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression qui doit être, nous raconte-t-on, absolue, qui laissent des vidéos, des photos de djihadisme, des photos parfois de décapitation. Ce qui a été fait contre la pédopornographie, pourquoi ne pourrions-nous pas l'imaginer contre l'islamisme radical? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on a une indignation sélective? Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas les moyens véritables d'agir à la racine? Daesh utilise les armes de la démocratie pour diffuser ses méfaits. Et nous restons prostrés,
assis sur nos bons sentiments et sur nos grands principes, et nous restons inertes. C'est ça que j'estimerais beaucoup plus utile que même la déchéance de nationalité et que les grands discours que l'on entend à la télévision où derrière il ne se passe rien. Mais ce que je voudrais, c'est que les politiques soient un peu plus visionnaires, soient un peu plus courageux, arrêtent d'enfumer le débat public pour mieux cacher la vacuité, le vide de leurs solutions et surtout leur bilan qui, par les années précédentes, a été bien passif. Je vous remercie. Je vais demander à Franz-Olivier Gisbert, qui est, comme vous le savez, le directeur du Point, de venir, à qui on a attribué en fait le prix de l'amitié France-Israël, et de lui dire encore merci pour des déclarations qui ont ébranlé de nombreux téléspectateurs. Il a dit quelque chose de fondamental. La Palestine est une terre juive. C'est fondamental. Et je peux vous dire que tout ce qui se passe au Moyen-Orient est bidon. Rien ne tient. La Syrie, ce n'est pas une existence. L'Irak non plus, j'en reviens. Demandez à quelqu'un qui se bat en Irak ce qu'il est. Il ne vous dira pas qu'il est irakien, il vous dira qu'il est chiite, qu'il est sunnite, qu'il est turkmène, mais l'Irak ne connaît pas. Alors, quand je vois qu'on fait des reproches à Israël et qu'à côté, tous ces pays sont en train de se tailler des petits morceaux qui ont été construits artificiellement, je me dis merci. Merci de ce que tu as dit. C'est fondamental. Chers amis, merci à tous. Je suis très ému. Je ne suis pas un personnage politique. Je suis romancier, éditorialiste à l'occasion. Je m'enflamme. Et j'ai commencé un cycle il y a plusieurs années, un cycle autour de femmes qui racontent des histoires, ce sont des romans, dans des cadres historiques où j'essaie de remettre un peu les choses à l'envers. Puisqu'on nous raconte souvent l'histoire à l'envers, ou à l'endroit, disons, j'essaye de rétablir les faits. Et il y avait mon premier roman de ce cycle, La cuisinière d'Himmler, qui était d'ailleurs dédié à un grand ami qui nous a quittés l'année dernière, Elie Wiesel. Et puis après, j'ai fait L'arracheuse de dents. Et là, en écrivant Belle d'amour, je ne pensais pas que j'allais, comme ça, provoquer quelques polémiques. Quelques polémiques, d'ailleurs, ça me frappe beaucoup, qui ne viennent pas des milieux arabes et musulmans, qui viennent des milieux islamo-gauchistes français. Je crois que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que, ça a été très bien dit, les musulmans, quand on les aime, c'est mon cas, je les connais, je les aime, les musulmans, ils réagissent, on parle, on se dit les choses. Et nous sommes aujourd'hui gangrénés en France par une sorte d'idéologie islamo-gauchiste, et je crois que c'est un grand problème. Il n'y a pas seulement le salafisme, il n'y a pas seulement le terrorisme, il y a aussi ce qu'il faut appeler l'islamo-gauchisme, qui fait que tous ces bons noms qui étaient cités, Bencher, Harkoun qui nous a quittés, Daoud, sont en permanence, Chebel également, sont en permanence calomniés, attaqués dans la grande presse. Souvenez-vous, Kamel Daoud, mais avec cette espèce d'énorme papier monstrueux d'islamistes commandés par Le Monde dans les pages débat qui attaquait quelqu'un qui est l'objet de fatwas, qui vit seul en Algérie, qui est, comment dire, dans une situation extrêmement compliquée, précaire. On l'attaquait depuis Paris, au nom de principes islamo-gauchistes. Je crois que c'est ça le problème, il ne faut pas hésiter à dire les choses. Et moi, je suis content d'avoir créé ce petit problème, et je le redirai et je le répéterai à chaque fois. Historiquement, c'est l'histoire. On n'a plus le droit de continuer à travestir l'histoire, parce que si on commence, et on a commencé d'ailleurs, on a laissé faire ça. Moi, j'étais surpris quand j'ai donné mon livre chez Gallimard. Il y a beaucoup de gens pour mon bien qui me disaient « tu ne dois pas écrire ça, c'est sujet à polémique ». Mais j'ai dit « mais c'est historique, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça même à l'école ?» Voilà, ce qui n'empêche pas d'être pour un État palestinien, ça n'a rien à voir. Mais la Palestine, au départ, était une terre juive. Vous le répétez, et je ne le répéterai jamais assez. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. Je vais demander à Josiane Zverou et Madame Guerrier de bien vouloir nous rejoindre. Ce n'est pas merci que je voudrais dire à Daniel. C'est merci d'exister.
Je voudrais dire simplement que Daniel, qui est professeur agrégé de mathématiques et qui a enseigné longtemps à l'Éducation nationale, aussi bien que dans le privé, a mené des études théologiques à la Cato, mais parallèlement, elle a décidé de suivre des études de judaïsme à Paris et à Jérusalem. Très vite, elle a reçu des missions dans son diocèse, et pas n'importe lequel, puisque c'est le diocèse du 9-3. Alors qu'elle est parisienne, elle a décidé de suivre son action pendant toutes ces années dans le 9-3. Vous êtes de ce côté du périphérique, nous sommes de l'autre côté. Et ce qu'a raconté M. Pupponi, nous le vivons tous les jours. Et pourtant, je crois que nous pouvons dire, Daniel, que nous vivons heureux. Parce que beaucoup plus que vous, à l'intérieur de Paris, nous éprouvons ce besoin de nous retrouver, de partager, de nous connaître, mais réellement de vivre ensemble. Parce qu'il y a un terme que je hais en tant qu'enseignante qui s'appelle le vivre ensemble. Transformer un verbe qui est à l'origine de la vie en substantif, c'est l'opposé de la vie. Alors ce que fait Daniel depuis 40 ans avec une humilité qui est indissociable de ce qu'elle est, elle a été nommée par l'évêque de Saint-Denis responsable du service diocésain. Elle a ensuite été au Conseil national de la Conférence des évêques de France pour les relations avec le judaïsme. Elle est entrée dans ce conseil sur proposition de quelqu'un que nous aimons bien ici, le père Patrick Desbois, que nous pouvons applaudir, qui est merveilleusement suivi d'ailleurs par le père Marie en ce moment. Depuis 2010, elle enseigne au Centre chrétien d'études juives du collège de Bernardin. Elle a été élevée, et c'est bien mérité, au chevalier de l'Ordre national du mérite en 2007, au titre du travail sur la mémoire qu'elle fait auprès de jeunes en particulier, et des jeunes très souvent en difficulté dans ces départements, conduisant de nombreux groupes du 9-3, adultes ou jeunes, juifs ou pas, dans des voyages à la mémoire d'Auschwitz, Birkenau. Organisant également des rapprochements avec Israël, puisque la théorie de Daniel, pour comprendre Israël, il suffit d'y aller. Donc je voudrais dire, messieurs, dames, que nous ne pouvons pas seulement l'applaudir et la remercier, mais dire « pourvu que ça dure ». Alors Daniel, vous avez beaucoup de plaisir et d'honneur, parce que tant de décennies, toutes les deux côte à côte. Merci beaucoup. À toi de poursuivre. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chère Josiane, j'avoue que l'obtention de ce prix me surprend et me touche. Lorsque Josiane m'a contactée pour m'en faire part, j'ai cru en fait qu'elle m'appelait pour que je lui suggère des personnes qui seraient dignes de le recevoir. Et puis au bout de quelques minutes, j'ai compris qu'il s'agissait de moi. Petit silence, j'ai dit à Josiane, donne-moi 48 heures. Et comme dans notre Sainte Église, vous savez, nous consultons avant d'accepter, j'ai consulté Père Patrick Desbois et je lui transmettrai l'enthousiasme que vous avez manifesté tout de suite. Patrick est un grand ami. J'ai travaillé avec lui pendant 17 ans au service national et c'est toujours un précieux conseiller, comme vous savez. J'ai demandé aussi à frère Louis-Marie Coudray, qui est son successeur au service national, qui arrive du monastère d'Abou Ghosh en Israël, où il vient de passer 35 ans. Et puis j'ai aussi demandé à mon évêque, obéissance oblige. Et tous trois m'ont dit unanimement, tu ne peux pas refuser, il faut absolument accepter. Donc sans réserve, j'ai retéléphoné à Josiane en lui disant un grand oui. Et en même temps, je suis très touchée parce que Josiane l'a dit, en me donnant ce prix, vous honorez le travail de terrain. Et à travers moi, c'est tous ceux qui, au jour le jour, dans les situations que nous connaissons, nous venons de parler longtemps de la Seine-Saint-Denis, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai choisi d'y habiter depuis 40 ans, je ne vous cache pas que c'est quand même de plus en plus difficile. Et que même des gens comme nous nous posons la question, allons-nous pouvoir encore rester ? Il faut que je sois honnête jusqu'au bout, même si c'est vrai qu'avec les communautés juives, nous vivons
une vraie fraternité, car vous le savez, les chrétiens et les juifs, nous avons un lien spécifique et nous nous aidons mutuellement à vivre nos vocations propres pour, selon la belle expression juive, un peu réparer ce monde. Mais dans d'autres départements, vous avez entendu tout ce que le maire de Sarcelles a dit, nous le vivons bien évidemment. Mais Josiane a signifié ce lien avec Israël auquel je tiens beaucoup. Parce que j'ai fait ces études de judaïsme à Jérusalem, j'ai compris qu'on ne pouvait absolument pas enseigner le judaïsme à des chrétiens, ce qui est mon cas, entre autres au Collège des Bernardins, sans parler de la terre d'Israël. Or, en fait, dans les études catholiques, très souvent, on parle de l'alliance, mais on omet la terre, on omet la question de la terre. C'est trop délicat. Du coup, on fait marcher un judaïsme avec une seule jambe. Et puis, plus récemment, vous savez aussi que le mot même Israël ne peut pas être prononcé. On ne peut même pas aller au bout du mot, que même je ne devrais pas faire de la shonara, mais même que de très bons catholiques me répondent immédiatement « Oh, avec tout ce qu'ils font là-bas », et la question est close. Donc, depuis quelque temps, et avec le frère Louis-Marie, nous avons aussi ce projet, et je l'ai déjà réalisé en novembre, nous organisons des voyages d'études en Israël pour des chrétiens, mais des voyages dans lesquels on va aller découvrir un peuple, une Torah, une terre. Un peuple tel qu'il vit aujourd'hui en Israël, ce qu'il dit de lui-même. Nous faisons découvrir les réalités de terrain, des rencontres, des réalisations. Nous suivons des cours avec des maîtres juifs. Nous faisons un Shabbat plein avec des familles, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller faire rencontrer in situ. Les mots ne suffisent plus, les mots ne sont plus entendus, et donc là, nous avons un grand projet avec frère Louis-Marie, et on a déjà commencé. Encore un immense merci pour votre soutien, votre reconnaissance, et un immense encouragement que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci.